Rebonjour à tous. Il faut arrêter de discuter là. Le déjeuner est fini, il était excellent. J'espère que j'aurai l'appréciation. Vous n'avez pas eu le café. Les revendications commencent. Bon, alors évidemment, vous vous doutez que l'intervenant qui arrive après moi a la redoutable tâche de vous empêcher de faire la sieste. Et je ne doute pas une seule seconde qu'il va y arriver. L'an dernier, on a eu la chance d'avoir Michel Serres pour réfléchir un peu à la notion de l'hospitalité. Et Roland, cette année, pour des raisons qui me dépassent, a décidé de vous parler d'échecs. Alors, est-ce que c'est une expérience personnelle, Roland? Je ne sais pas, mais on apprendra ça tout à l'heure. Si on était aux États-Unis, forcément, on aurait déjà traité ce thème sans aucun souci. En France, on est éminemment complexé, et si vous y réfléchissez 2 secondes, la plupart d'entre vous, quand vous avez échoué, c'est quelque chose que vous avez tendance à gommer de votre cerveau personnel et de votre mémoire. L'intervenant qui va venir dans quelques instants a lui-même beaucoup échoué, puisqu'il a commencé par faire des grandes écoles comme Sciences Po et HEC. Ça aurait pu le mener à des grandes fonctions importantes dans un cabinet ministériel, mais il a décidé d'aller enseigner la philosophie. Il le faisait encore ce matin, d'ailleurs, au lycée de la Légion d'honneur en Seine-Saint-Denis. Et il a écrit un livre remarquable. Alors, il n'est pas en vente ici, mais je vous le conseille tous. Il y a des très bonnes librairies juste à la sortie de la gare qui s'appelle Les Vertus de l'échec, chez Alary, avec une couverture jaune-orangée qui se repère de très loin. Et au fond, il est allé chercher à la fois chez des grands sportifs, des politiques, dans la religion, dans l'école et chez des chefs d'entreprise, ce qu'on pouvait puiser de meilleur dans nos échecs pour réussir à aller beaucoup plus loin demain. Donc je vous demanderai de faire un accueil éminemment chaleureux au philosophe qui nous fait l'amitié d'être avec nous aujourd'hui, Monsieur Charles Pépin. Merci beaucoup pour ces quelques mots et pour votre accueil. Donc on m'a proposé de vous parler de cette sagesse de l'échec, en effet, que j'opposerai volontiers à l'ivresse du succès. On a tous vécu ça, hein, ce moment où ça marche, et il y a une sorte d'ivresse. Il faut bien reconnaître que quand ça marche, on n'est pas tenté de s'arrêter et de faire une grande réunion pour savoir pourquoi ça a si bien marché. On est plutôt tenté d'enchaîner dans ce que j'appelle l'ivresse du succès. Mais quand ça ne marche pas, quand on échoue, il y a quelque chose dans le réel qui résiste et qui fait qu'on s'arrête, qu'on s'interroge, qu'on se pose les questions les plus importantes, à savoir à quoi j'aspire vraiment, comment je pourrais rebondir, quel est mon vrai talent finalement. Et bien souvent, on se rend compte que quand on n'échoue pas, quand on n'a pas la chance d'échouer, on peut être porté à rester sur la même voie sans se poser la question de son véritable talent. Et on en voit beaucoup qui finalement, à force de ne pas échouer, de ne pas bifurquer, de ne pas changer de voie, eh bien, se retrouvent enfermés dans une seule voie. Jusqu'à quand? Jusqu'à la retraite, jusqu'à la mort finalement. Et le jour où on est mort, il est trop tard pour tenter autre chose. Eh bien, la première des vertus de l'échec, c'est de s'arrêter et de s'interroger et de se dire, au fond, quel est mon vrai talent? Quelle est mon étoile? À quoi j'aspire vraiment? Je vais prendre un exemple pour commencer. Vous connaissez tous Charles Darwin, voilà, qui a rénové l'idée qu'on se fait de l'humain. Eh bien, Charles Darwin, il a commencé par échouer en fac de médecine. Il a échoué pendant 1 an, il s'est ennuyé. Il n'a rien appris. Il a trouvé que les méthodes des chirurgiens étaient bestiales. Il a trouvé que les cours théoriques étaient inintéressants. Et au bout d'1 an, eh ben, il a arrêté ses études de médecine. Alors son père lui a dit, « Écoute mon fils, tu as échoué comme médecin. Moi, qui suis médecin généraliste, c'était son père, tu vas au moins être pasteur, j'espère. » Et il s'est inscrit en fac de théologie. Et là, encore une fois, 1 an perdu, un autre échec. Et à l'issue de ces 2 échecs, eh bien Charles Darwin s'est retrouvé un peu désœuvré. Comme ça nous est tous arrivé, après l'échec, on se dit « je vais faire quoi maintenant ?» Et dans ce désœuvrement, il y a quelque chose de très intéressant que j'ai envie d'appeler une disponibilité. Alors que parfois, quand on est trop dans l'enchaînement du succès, on a la tête dans le guidon et finalement, on n'est pas disponible pour avoir une meilleure idée, pour voir les choses autrement, pour envisager un autre chemin d'existence. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Charles Darwin, après 2 échecs, mais vous qui êtes peut-être parents de gens qui ont 18-19 ans, imaginez ce que c'est si votre enfant échoue un an après le bac, puis 2 ans. Vous ne seriez pas content. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé pour Charles Darwin? Il a entendu parler, comme ça, d'un navire, le Beagle, qui allait quitter le port de la Tamise pour plusieurs mois. Et comme il n'avait rien à faire, comme il sortait de 2 échecs, eh ben, il s'est dit qu'il allait embarquer sur le Beagle. Il a été disponible pour embarquer sur le Beagle, et c'est là qu'il a commencé à observer les espèces. C'est là qu'il a commencé à avoir les idées qui feront de lui le génie que vous savez.
Et jamais il aurait été disponible pour cette aventure-là s'il avait réussi ses études de médecine, s'il était devenu un médecin généraliste comme son père voulait qu'il le devienne, jamais il aurait pu avoir ne serait-ce que l'idée d'embarquer sur le Beagle. Mais j'insiste, parce que c'est cette idée qui fera son succès, et c'est cette idée qui a été possible parce qu'il a été disponible pour changer de regard, pour ouvrir les yeux. Et vous voyez souvent, dans notre culture française, on n'aime pas l'échec, on aime les gens qui sont pressés, qui réussissent en enchaînant les succès. Et nous, cette disponibilité que l'échec nous offre, on ne va pas l'appeler disponibilité, on va l'appeler désœuvrement. Et bien, il y a plein d'exemples comme ça, dans d'autres champs évidemment que Darwin. Prenons l'exemple de Soichiro Honda. Vous connaissez cette marque, Honda. Ben, c'est exactement la même chose. Honda, Soichiro, il était talentueux, il était doué, il voulait être cadre chez Toyota. Et puis il s'est fait virer, ça n'a pas marché. Alors il s'est retrouvé désœuvré, il s'est retrouvé au chômage. Mais maintenant, vous savez que désœuvrement, ça veut dire disponibilité. Et alors il s'est dit, je ne vais pas rester comme ça à toucher mes allocs en m'ennuyant. Et il a fabriqué sa première mobilette et il l'a commercialisée. Et c'est comme ça que Honda est né. Et son succès n'est que l'enfant de ses échecs passés. Parce qu'il a bifurqué, parce qu'il a eu une disponibilité du regard qui a été rendue possible par la grâce de l'échec. Et bien évidemment, j'ai fait traîner l'arrivée de votre univers professionnel. J'ai fait exprès parce que je suis un peu pervers. Mais c'est exactement ce qui se passe dans beaucoup de réussites, dans l'hôtellerie, dans la cuisine, dans la pâtisserie. Prenons l'exemple du merveilleux. Fred, le merveilleux du merveilleux. Vous connaissez sûrement cette pâtisserie à succès. Vous savez peut-être qu'il a beaucoup échoué. Il a commencé par créer une pâtisserie sur un autre modèle avec plein de types de gâteaux et il a échoué, il a déposé la clé sous la porte, il a été blessé par son échec et un jour qu'il marchait dans les rues du Nord, il était désœuvré lui aussi, comme Darwin, il était désœuvré lui aussi, comme Soichiro Honda. Eh bien, tout à son désœuvrement, c'est-à-dire à sa disponibilité, qu'est-ce qu'il a vu? Écoutez bien, il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas vu si sa première pâtisserie avait été un carton. Il a vu quelque chose qu'il n'aurait pas vu. Il n'aurait pas fait attention s'il avait été dans la hâte du succès et de la performance. Il a vu une jeune fille, vers 16 heures, qui mangeait une étrange pâtisserie. On voyait à peu près comment elle avait été faite. Elle n'était pas très bien finie. Elle était un peu moelleuse, un peu vaporeuse. Et c'est là qu'il a eu l'idée du merveilleux qui fera son succès. D'accord ? Ça, c'est la première idée. Vous avez compris, je n'ai pas dit qu'en échouant, on tirait des leçons de ces échecs qui allaient nous permettre de réussir dans la même voie. Je n'ai pas dit l'idée qu'on attend tous, qui est qu'on tire des leçons de ces ratages et qu'on va persévérer pour réussir dans la même voie. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit autre chose de beaucoup plus subtil, je dirais, beaucoup plus étonnant, qui est que parfois, il faut l'échec pour avoir une disponibilité du regard. Parfois, tout simplement, il faut qu'une route se ferme pour que nous en envisagions d'autres. Mais Soichiro Honda, sa route de cadre s'est fermée. Alors il s'est dit, pourquoi pas monter ma boîte? Beaucoup d'entrepreneurs envisagent de créer leur société parce que la voie du cadre ou du salariat est fermée. Et Gainsbourg, c'est pareil. Il voulait être peintre. Il voulait être un grand peintre, il voulait refonder la peinture, il voulait laisser son nom dans l'histoire. Et ça n'a pas été possible. Il a échoué. Cette voie s'est fermée. Alors, il en a envisagé une autre, qui n'était pas spécialement celle qu'il désirait le plus. Pour lui, la chanson, c'était un art mineur. Alors, il s'est dit, voilà, je vais tenter ça, puisque là-bas, c'est fermé. Eh bien, ici, ça s'ouvre. Eh bien, c'est ça l'expérience du changement de regard sur l'échec que je vous propose. C'est que bien souvent, nous échouons. Et en raison d'une certaine mentalité française, eh bien, nous avons l'impression d'être face à une route barrée. Nous avons l'impression d'être face à un panneau sens interdit, vous voyez ? Je n'ai plus le droit d'y aller. Eh bien, ce que je vous propose, dans le changement de regard, c'est de voir maintenant un panneau indicateur. À la place d'un panneau sens interdit, nous voyons une direction nouvelle qui nous est indiquée. C'est ce que j'appelle, dans mon travail sur les vertus de l'échec, la vertu de bifurcation. Et je vais l'opposer à l'autre vertu, beaucoup plus connue, qui est la vertu de compétence. La vertu de compétence, ça veut dire que je vais continuer dans la même voie, et quand j'échoue, quand le réel me résiste, je tire des apprentissages de mes ratages qui me permettent de persévérer et de réussir dans la même voie. Ça, c'est la vertu de compétence. De l'autre côté, il y a la vertu de bifurcation, où je ne vais pas spécialement tirer des leçons de mes échecs,
Darwin, il n'a rien appris en fac de médecine, il n'a rien appris en fac de théologie. Il a juste appris que ce n'était pas pour lui. Et alors il s'est dit, mais à quoi j'aspire? Quel est mon désir? Et cette question, il ne se l'était pas posée avant d'échouer. Moi qui suis professeur de philosophie auprès de la jeunesse, je peux vous dire que, avec le recul que j'ai, je vois beaucoup de jeunes qui, à force de réussir leurs études, leur début de carrière, ne se posent pas la question de leur véritable désir, de leur véritable aspiration, et finalement, ils vont faire une dépression vers 38, 40 ans, 42 ans, pour se poser la question. Parce qu'il faut parfois s'arrêter. Il faut parfois que ça ne marche pas pour qu'on se demande comment ça marche, vous comprenez? Mais si ça marche tout le temps, on ne se demande pas comment ça marche. C'est valable dans tous les champs. Cette idée très simple que c'est quand ça résiste que j'interroge le monde. C'est quand ça ne marche pas que je me demande comment ça marche. Et donc j'ai besoin que ça ne marche pas pour me poser les vraies questions. Prenons un exemple très concret. Souvenez-vous d'un temps, il n'y a pas si longtemps, où on avait encore des voitures qui ne conduisaient pas toutes seules. Moi, récemment, j'ai pris une voiture de location. Elle m'a obligé à sortir à une station-service au prétexte que j'étais fatigué. J'ai essayé de refuser son injonction à sortir. J'ai appuyé sur le bouton pour dire que je n'avais pas entendu. Mais elle est sortie au bout de 3 fois. Elle conduit toute seule. Mais souvenez-vous d'un temps où on avait des voitures qui pouvaient tomber en panne et qu'on pouvait essayer de réparer. Si vous n'êtes pas passionné par la mécanique, vous ne vous interrogez pas vraiment sur comment ça marche un moteur, alors que ça marche, alors que ça roule, alors que ça fonctionne. C'est ce que j'ai appelé l'ivresse du succès. Vous êtes comme ça, dans une belle route, au milieu des vallons, et puis ça marche très bien, et c'est l'ivresse du succès, et vous ne vous posez aucune question. Mais soudain, alors que la nuit tombe, et que vous tombez en panne, vous ouvrez le capot, et vous vous demandez comment ça marche. C'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. C'est valable pour les outils, mais c'est surtout valable pour l'âme humaine. Combien d'entre nous ne se sont jamais interrogés sur leur vie psychique, sur leurs désirs profonds, avant que de faire une dépression? Statistiquement, je ne voudrais pas trop vous déprimer, mais on est ici à peu près, si on pense que ça représente à peu près la France, on est au moins 30 à 45% à avoir déjà fait une dépression là, dans la salle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? C'est quand ça ne marche pas, qu'on se demande comment ça marche. Puisque là, je suis angoissé, puisque j'ai de l'insomnie, puisque je suis en mode échec, puisque quelque chose du réel me résiste, alors je me dis, je vais m'allonger, je vais parler, et je me dis, mais comment je marche, comment je fonctionne? C'est quand ça ne marche pas qu'on se demande comment ça marche. Eh bien, c'est ça, la vertu de l'échec. Nous avons des vies hâtives, on est pressurisé, on doit réussir, on est dans un culte de la performance, et on n'arrive pas à trouver le temps, le relâchement, la disponibilité pour se demander à quoi on aspire vraiment. Donc vous voyez, au début de cette conférence, je distingue une vertu de compétence et une vertu de bifurcation. Ça revient à dire, en termes un peu philosophiques, la vertu de compétence, c'est le cas, par exemple, de Gaulle, de Barbara, la chanteuse Barbara, de Churchill, tous ces gens qui persévèrent, qui échouent pendant des années, parfois des décennies, mais qui se nourrissent de leurs échecs pour gagner en compétences, gagner en puissance finalement, et se rapprocher de leur véritable désir jusqu'à finalement réussir. Sachez que ça peut prendre du temps. C'est Churchill qui disait « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme ». Et vous savez que Churchill, comme De Gaulle, ils ont beaucoup échoué avant de réussir. De Gaulle s'est fait prisonnier à la Première Guerre mondiale, il n'a pas pu se battre, après il s'ennuie pendant 15 ans, il écrit des livres qui ne marchent pas. Et De Gaulle, comme il le raconte dans ses mémoires, c'est 20 ans d'échecs. Mais simplement, qu'est-ce qui se passe pendant ces 20 ans? Pendant ces 20 ans de résistance du réel, il se dit, mais j'ai vraiment envie de servir une idée de la France. Je sais à quoi j'aspire. Ça prendra le temps que ça prendra, mais finalement, je persévère. De même, Barbara, vous savez peut-être vous aimez ces chansons magnifiques, « Dis, quand reviendras-tu » Nantes, la petite cantate, Barbara, qui est une des grandes de la chanson française. Mais vous savez qu'elle a échoué pendant 15 ans, qu'elle a essayé en Belgique, qu'elle se prenait des tomates, qu'on l'interrompait au bout de 2 chansons. Après 10 ans d'échecs, elle se dit, comme De Gaulle, c'est mon désir, c'est mon étoile, je continue et j'apprends de mes échecs, je tire des apprentissages de mes ratages. Et puis un jour, elle arrive en France, dans un cabaret de Montmartre, et puis cette fois, on ne l'interrompt pas au bout de 2 chansons, on lui laisse chanter ses 7 chansons, vous connaissez peut-être l'histoire, c'est le cabaret où jouaient Boris Vian et Mouloudji.
Alors elle y croit, elle dit tiens, pour une fois, on m'a laissé chanter jusqu'au bout, elle y croit et elle a raison, parce que les gens lui disent Mademoiselle Cerf, elle ne s'appelle pas encore Barbara, elle s'appelle Muriel Cerf, les gens lui disent merci, on va vous prendre à l'essai pour 1 an. Alors là, elle est heureuse, elle se dit que ça y est, et à ce moment-là, elle entend mais en cuisine. Ne le prenez pas mal, mais pour elle, c'était un peu décevant. Parce que figurez-vous qu'elle a fait la plonge pendant 1 an, Barbara. Mais elle avait encore envie, elle a continué à tirer des leçons. Elle a rencontré Mouloudji et Vian, qui lui ont mis le pied à l'étrier, et après, ça a marché. Elle est devenue Barbara. Alors vous voyez, ça peut prendre du temps, mais on peut persévérer dans la même voie. Ou alors, on peut bifurquer tout de suite. D'où la véritable question qui est très compliquée. Et ça, c'est pas facile. Quand j'échoue, quand je rencontre un échec, il faut que je m'arrête pour interroger mon échec et pour savoir s'il faut que je persévère, parce que c'est mon désir, parce que ça prendra le temps que ça prendra, parce que je vais gagner en compétences à force d'échouer et d'en tirer des leçons, ou alors si je ne dois pas plutôt bifurquer, c'est-à-dire changer de voie. Et c'est ça qui est compliqué. Comment on fait pour réussir son échec? Eh bien, il faut s'arrêter, et il faut interroger l'échec et se demander ce qu'il a à me dire. Ça peut prendre du temps, il faut être accompagné, il faut parler avec quelqu'un, avec un psychanalyste, avec des amis, avec un coach, peut-être y réfléchir en allant courir. Et il y a 2 petites choses différentes que l'échec peut me dire. Soit il me dit « continue, c'est ta voie, persévère », soit il me dit « tu t'es planté parce que ce n'est pas fait pour toi, parce que tu tentes quelque chose qui ne te correspond pas ». Et l'échec a pour fonction de te dire combien tu te fourvoies dans une voie qui n'est pas faite pour toi. Et ça peut prendre du temps, et je n'ai pas la solution miracle pour réussir son échec. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas être trop pressé de rebondir. Il ne faut pas être trop pressé, parce que parfois, il faut du temps pour entendre ce que mon échec me souffle. Et le problème, c'est que ce qui m'empêche de l'entendre, c'est l'environnement culturel français. C'est ce pays où on pense que quelqu'un qui a raté est un raté. C'est ce pays qui est pour ça un drame, où on assimile avoir raté et être un raté. C'est ce pays où on essentialise l'échec des gens, où on pense qu'on les identifie à leurs échecs. Et ça, c'est un problème, parce que moi, quand j'ai échoué, eh ben en fait, ça veut peut-être dire que j'ai osé, et non pas que je suis un raté. Ça veut peut-être dire que j'ai eu raison trop tôt, et non pas que je suis un raté. Ça veut peut-être dire que je vais réussir à force de comprendre et de tirer des leçons. Mais tout ça, ça prend du temps, et le problème, c'est que ce temps, parfois, la société française me l'enlève en m'associant à mon échec. Donc à la question « comment réussir son échec ?», je propose quand même une série de conditions. La première, d'abord, c'est qu'il n'y ait pas de déni. Si vous êtes dans le déni de l'échec, il ne pourra pas y avoir vertu de l'échec. Il faut d'abord reconnaître son échec pour pouvoir en tirer une leçon vertueuse. La deuxième, c'est qu'il n'y ait pas d'identification à son échec. Mon échec n'est pas moi. Je ne suis pas mon échec. C'est l'échec de mon projet, c'est l'échec de mon entreprise, c'est l'échec de mon idée, c'est l'échec de mon initiative. Mais vous comprenez, ce n'est pas l'échec de mon moi. Mon moi, il a une histoire, une aventure, il va rebondir, il va bifurquer, il va comprendre, il va progresser. Et ce que j'ai montré dans mon livre, c'est que la plupart des gens qui ont beaucoup réussi en politique, dans l'économie, dans le sport, ils ont beaucoup échoué. Ceux qui ont beaucoup réussi ont plus échoué que la moyenne auparavant. Mais pourquoi donc? Parce que l'échec apporte un éclairage, parce que l'échec nous permet de nous poser les vraies questions. Mais je reviens aux conditions. Quand je vous dis ne pas s'identifier à son échec, c'est compliqué. Parce que par exemple, si vous êtes chef d'entreprise, vous devez assumer votre échec. Donc vous devez l'assumer, à savoir c'est votre échec au sens social, au sens pénal peut-être. Mais par contre, ce n'est pas votre échec au sens de l'échec de votre moi. Donc, si on voulait faire un jeu de mots, on pourrait dire que quand j'échoue, eh bien, j'assume mon échec, mais ce n'est pas mon échec. C'est le mien au sens où j'en assume la responsabilité, mais ce n'est pas l'échec de mon moi. Autrement dit, eh bien, je dissocie mon projet et ma personne, et c'est la condition de base pour réussir son échec. Et puis, bien sûr, il y en a une autre, c'est de valoriser l'audace et la singularité. Vous avez tous remarqué que quand vous échouez alors que vous n'avez rien tenté de singulier, c'est la double peine. Vous avez échoué, et en plus, vous avez aussi échoué à oser quelque chose d'original. Je le vois beaucoup en tant que professeur, des élèves qui ne tentent pas grand-chose et qui en plus se plantent.
C'est la double peine. Il y a une chanson très belle de Brassens que vous connaissez, « À toutes celles que je n'ai pas su retenir ». Vous savez, c'est un homme, au soir de sa vie, il se souvient de toutes ces femmes qu'il n'a pas su aborder, poliment, hein, c'est pas Weinstein, hein, il n'a pas su dire bonjour, il n'a pas su aborder une femme dans un train, il y a celle-là dans la rue, celle-là au travail, celle-là dans une soirée, et il n'a pas osé y aller. Et puis, on a tous vécu ça. On voudrait aller aborder une jeune femme, et puis on n'ose pas, et puis à un moment, elle est partie. Alors là, on a 2 fois perdu, parce qu'on a échoué à la rencontrer, et on a échoué à oser. Et Brassens raconte très bien qu'au soir de sa vie, cet homme, s'il a eu la chance de rencontrer l'amour, bah ça se finit bien pour lui, il n'a pas osé, mais ça se finit quand même bien. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'autre cas. Et l'autre cas, c'est celui qui chante la chanson. Il est au soir de sa vie, il n'a pas rencontré l'amour, mais il n'a pas osé y aller. C'est-à-dire qu'il a rencontré l'échec, mais sans audace. Eh bien, ma proposition, c'est de dire que si on veut réussir ces échecs, il faut que ce soit des échecs audacieux. Il faut que ce soit des échecs qui nous ressemblent, au cœur desquels on joue sa carte singulière. C'est très simple. D'ailleurs, je l'observe aussi beaucoup comme professeur. Quand vous avez quelqu'un qui tente quelque chose, même s'il se plante, il a au moins réussi à tenter. Et si quelqu'un se plante sans vraiment tenter, il a échoué 2 fois. Et bien sûr, ce qui est évident, c'est que quand j'essaye de faire quelque chose qui me ressemble, qui est singulier, qui est original, même si je me plante, eh bien, je me rapproche de mon talent singulier, et plus tard, je pourrai réussir d'une manière qui me ressemble. Vous comprenez? La question, ce n'est pas réussir ou échouer, c'est est-ce que mon échec me ressemble? Est-ce que ma réussite me ressemble? Vous voyez bien qu'il y a plein de gens qui réussissent d'une manière qui ne leur plaît pas, au fond. On peut réussir en étant conformiste, on peut réussir en se comportant mal, d'ailleurs. On peut réussir d'une manière qui n'est pas belle. Eh bien, ce qui compte, c'est d'arrêter de voir les choses de manière binaire. Ce n'est pas soit j'ai réussi et je suis un winner, soit j'ai échoué et je suis un loser. Ça peut être beaucoup plus subtil. Ça peut être que j'ai échoué d'une manière tellement intéressante, tellement singulière, qu'au fond, elle me donne l'énergie pour réussir plus tard d'une manière singulière. J'aurais envie de vous poser une question simple. Je sais que vous sortez de table, mais quand même, je vais le faire. Est-ce que vous préférez échouer d'une manière qui vous ressemble ou réussir comme tout le monde? Posez-vous vraiment cette question. Parce que si vous réussissez comme tout le monde, au fond, eh ben, il y aura pas, vous ne pourrez pas devenir vraiment vous-même. Mais si vous échouez d'une manière qui vous ressemble, alors vous pourrez réussir d'une manière qui vous ressemble. Et au fond, réussir sa vie, c'est réussir à développer son talent singulier. Donc il faut chercher à développer son talent singulier jusque dans l'échec. Ce sera la meilleure façon de le développer ensuite dans le succès. Donc vous voyez, il y a une série de conditions. Première condition, je ne dis pas que tous les échecs sont beaux et vertueux. Je ne nie pas la difficulté de l'échec. L'échec fait mal. Il ne s'agit pas de le nier. Il s'agit de poser une série de conditions sous lesquelles on puisse réussir ces échecs. La première, pas de déni. La deuxième, pas d'identification. La troisième, changement de regard social sur l'échec. On a tous un rôle à jouer. La quatrième, valorisation de l'audace et de la décision. Car je vous rappelle, vous êtes, pour ce que je comprends, dans un secteur où vous avez des décisions à prendre, des décisions entrepreneuriales. Vous prenez des risques, il y a un sens du risque. Mais si vous décidez, vous devez accepter la possibilité de l'échec. Autrement, il n'y a pas de décision possible. Vous comprenez? Il y a des situations managériales, entrepreneuriales, où, quelque part, on fait un choix rationnel, au sens où il n'y a pas d'incertitude. On a analysé la situation, on a fait des tableaux Excel, et il apparaît clairement qu'il faut prendre l'option A et pas l'option B. D'accord? Ça, ce n'est pas une décision. Il n'y a pas à décider. C'est un choix logique qui s'impose après analyse, n'est-ce pas? Mais dans vos métiers, vous le savez très bien, il y a des situations où vous avez analysé, et ce n'est pas sûr, il reste de l'incertitude, mais il faut décider. C'est-à-dire qu'il faut s'engager dans l'incertitude. Ça veut dire qu'il faut avoir l'audace de trancher dans l'incertitude, même si par votre intelligence, vous avez réduit le plus possible l'incertitude, il en reste. Et c'est ça qui s'appelle une décision. Et bien du coup, toute décision implique l'acceptation de la possibilité de l'échec. C'est inhérent à la définition d'une décision. Pour le dire encore plus simplement, oser, c'est oser l'échec. Ça n'est rien d'autre que ça.
Ce qui veut dire que si vous avez réussi sans jamais échouer jusqu'à maintenant, c'est que vous n'avez pas été assez audacieux. Si vous avez réussi jusqu'à maintenant sans jamais échouer, c'est que vous avez toujours utilisé les tableaux Excel de l'existence. C'est que vous avez fait que des choix rationnels. C'est peut-être bien, mais peut-être qu'il manque quelque chose, comme cette faculté de s'engager dans le réel, d'avoir le sens du risque, qui permet effectivement les plus grandes réussites. Alors évidemment, on comprend pourquoi ceux qui réussissent à plus grande échelle sont aussi ceux qui ont plus échoué, parce qu'ils ont plus pris de risques, ils ont eu davantage le sens de l'audace. Pour comprendre ce que je dis, il ne faut pas faire de contresens. Je ne flatte pas l'amour du risque. Je ne suis pas en train de dire « prenez des risques pour vous planter ». Je distingue le sens du risque de l'amour du risque. L'amour du risque, je le combats comme vous. C'est stupide, c'est la tête brûlée, c'est irresponsable. Le sens du risque n'est pas l'amour du risque. Le sens du risque, ça commence par l'intelligence de limiter au maximum le risque, mais le sens du risque, c'est le courage de savoir prendre le risque qui reste une fois qu'on a tout fait pour le limiter. Eh bien, le résultat, c'est que quand on a le sens du risque, on connaîtra nécessairement certains échecs. Ces échecs, alors, ne seront pas mal vécus, parce qu'ils indiqueront que nous avons été audacieux. Ils indiqueront que nous avons été capables d'avoir le sens du risque et de ne pas être simplement dans une logique géante de tableaux Excel voraces. Alors attention, je ne pourrais pas faire cette conférence sans rappeler une évidence. C'est que nous, les humains, à la différence des autres animaux, nous apprenons en échouant. Ce n'est pas le cas des autres animaux. On va simplifier un petit peu tous les travaux d'éthologie. Les travaux d'éthologie nous montrent que les animaux, pour réussir ce qu'ils ont à faire, grosso modo, obéissent à l'instinct naturel. Donc jamais vous ne verrez une araignée échouer à tisser sa toile, pour la raison très simple, c'est qu'elle obéit à l'instinct qui lui dit comment tisser sa toile. Jamais vous ne verrez un oiseau échouer à confectionner son nid. Il peut y avoir un coup de vent, il peut y avoir un prédateur, mais jamais il va pas rater l'oiseau. Il ne sait pas rater. Pourquoi ? Parce que les oiseaux, comme les autres animaux, eh bien, ce sont des animaux réussis. Ils obéissent à l'instinct naturel. En eux, l'instinct n'a pas dysfonctionné. Ils n'ont pas besoin de faire comme nous des essais, des rectifications, de tâtonner, de tirer des leçons des ratages. Pourquoi ? Parce qu'ils sont des animaux. C'est-à-dire que l'instinct détermine leur comportement. Eh bien, nous, ce n'est pas comme ça. Pour le dire simplement, pour comprendre la différence, on n'a qu'à distinguer un petit enfant humain qui apprend à marcher, rappelez-vous, et puis un petit poulain. Vous avez bien remarqué que le petit poulain, en général, il arrive à marcher au bout de 2 heures, 1 heure, parfois 3 heures. Nous, on n'est vraiment pas doués. En moyenne, 2000 échecs avant de réussir à marcher. 2000 échecs. 1 an d'échecs. L'existence humaine commence par 1 an d'échecs, là où le poulain y arrive spontanément. Pourquoi ? Parce que nous sommes des animaux ratés. Dans le développement de l'espèce, c'est d'ailleurs Darwin lui-même qui l'a montré, encore lui, par la grâce de ses échecs, on y revient, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un bug dans l'évolution, pour le dire vite. Il y a eu un bug. C'est-à-dire qu'on s'est relevé, ça a libéré le larynx, ça a libéré la parole, et ça a précipité la naissance, en raison de la posture debout. Et donc, nous naissons au bout de 9 mois. Mais savez-vous que les embryologistes les plus compétents du siècle se battent pour savoir si les cellules de l'embryon humain auraient besoin de 19, de 20 ou de 21 mois pour arriver à terme. Tous les embryologistes discutent de ça. Il y a un débat entre 19 et 21 mois. Eh bien, on n'est pas à 19 mois. Au bout de 9 mois, nous sommes jetés dans l'existence, animaux prématurés, grands prématurés, animaux inachevés. Et c'est pourquoi eh bien, l'instinct ne nous dit pas quoi faire. L'instinct dysfonctionne. Nous sommes les enfants d'un ratage de l'évolution naturelle. La conséquence, c'est quoi ? C'est qu'au lieu de savoir faire les choses d'instinct, nous allons apprendre de nos ratages. Nous allons remplacer la culture défaillante par la nature. Pardon, nous allons remplacer la nature défaillante par la culture, par la famille, par l'entraide, par l'éducation. Mais j'insiste un peu. Qu'est-ce qui va se passer pendant cette année-là ? La vertu de l'échec, c'est quoi ?
c'est que ce petit enfant, qu'est-ce qu'il va développer pendant 1 an qu'il n'y arrive pas, pendant 1 an qu'il échoue? Qu'est-ce qu'il va développer? De l'empathie, de l'entraide, des liens familiaux. Qu'est-ce que nous développons? Parce que la nature en nous a dysfonctionné, la culture. Au fond, la culture, ça veut dire culture du ratage. La culture, c'est d'apprendre de ces ratages et des ratages des anciens. C'est de tirer des apprentissages du ratage. Et vous voyez, c'est ça que ça veut dire quand on dit l'erreur est humaine. Cette phrase, on l'entend beaucoup. Mais ça veut dire, c'est la façon humaine d'apprendre. Ça ne veut pas dire il faut pardonner à celui qui se plante en étant gentil. Ça veut dire l'erreur est humaine. Ça veut dire un humain, ça apprend en rectifiant ses erreurs, pas autrement. Et même, l'erreur est humaine, la suite du proverbe, vous la connaissez. L'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. Vous l'avez sûrement vécu en tant que chef d'entreprise, messieurs ou mesdames, quand vous avez dit à quelqu'un qui s'est planté une fois « Bravo, tu as tenté un truc, bravo !» Mais la fois où il se replante une 2e fois à l'identique, vous lui dites « T'es un peu con quand même, t'as pas tiré des leçons de ton ratage. » C'est ça la culture. L'erreur est humaine, je dis bravo, je dois apprendre avec mes enfants, avec mes salariés, à dire bravo à quelqu'un qui se trompe, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Mais par contre, il doit tirer une leçon de son ratage. L'erreur est humaine, mais la répéter est diabolique. Est-ce que vous savez que du point de vue des neurosciences, qu'est-ce qui se passe du point de vue du cerveau quand on fait une erreur de raisonnement, quand il y a un échec de raisonnement? Eh bien, c'est le moment où le cerveau est le plus intelligent, parce que le cerveau prédit l'erreur juste avant qu'on la fasse. Ça ne nous empêchera pas de la faire, mais du coup, comme il la voit juste avant qu'on la fasse, c'est le moment où il propose des chemins alternatifs. C'est le moment où il imagine, où il est créatif. Donc, du point de vue neuronal, l'intelligence est liée au fait de faire des erreurs. Donc, c'est en faisant des erreurs qu'on devient intelligent et créatif. Eh bien, est-ce que vous comprenez le drame de cette école française qui demande aux élèves de faire bien, d'appliquer des consignes, de respecter des méthodes? Et quand l'élève se trompe, on devrait lui dire « Bravo, tu vas devenir créatif, c'est maintenant que tu progresses, c'est maintenant que tu réfléchis, c'est maintenant que tu interroges le réel. Tu dois te tromper pour progresser. » Au lieu de ça, d'un trait violent et sanguinaire de bique rouge, on lui dit que c'est pas bien, qu'il n'est pas sage, qu'il n'est pas docile. Le problème de la culture française commence là, alors qu'on devrait encourager une véritable culture du ratage en disant aux enfants « C'est normal de rater, c'est intéressant, c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on comprend, et surtout, c'est comme ça qu'on est créatif. » Tous les grands créateurs, dans la cuisine, dans la peinture, dans la littérature, ils ont une expérience de l'échec bien davantage que du succès. Ils tâtonnent, ils se rectifient, ils inventent, ils reçoivent la résistance du réel, ils questionnent, ils rebondissent, ils bifurquent. Jamais ils n'enchaînent les succès. Qu'est-ce que c'est qu'une existence réussie? C'est une existence dans laquelle se succèdent échec et succès. Ça n'est jamais une simple succession de succès. Évidemment, la question c'est pourquoi nous, Français, on le comprend si mal. Alors il y a pire que nous, il y a quelques Asiatiques, peu nombreux, on est presque les pires. Mais il y a plein de pays, aux États-Unis, pays nordiques, où ça ne se passe pas comme ça. On dit à quelqu'un, quand il a échoué, bravo, tu as tenté. On dit à quelqu'un, quand il a échoué, est-ce que tu as échoué de manière intéressante? Est-ce que tu as échoué de manière intéressante? Vous savez, moi, comme prof de philo, j'étais dans ce défaut, moi aussi. Quand c'était pas bien, les copies, je mettais que c'était pas bien. Et puis un jour, j'ai compris qu'il fallait changer. Et que la question, quand quelqu'un se trompe, c'est est-ce que le ratage est intéressant ou pas? Est-ce que le ratage est prometteur ou pas? Parce qu'évidemment, il y a des ratages non prometteurs, évidemment. Il y a des ratages inintéressants. Il y a des ratages sans audace. Il y a des ratages sans singularité. Mais notre devoir comme professeur, comme manager, comme dirigeant, c'est d'encourager les ratages intéressants, les ratages prometteurs. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne devons surtout pas rater les ratages intéressants. Autrement, dans une société, on se prive des talents, on se prive de la créativité si on ne sait pas ouvrir les yeux pour repérer les ratages qui comportent en eux-mêmes la promesse d'un succès. Eh bien ça, c'est notre problème français. Enfin, dans les conditions pour réussir ces échecs, vous vous souvenez, pas de déni, pas d'identification, changer de regard, valoriser l'audace, il y a quelque chose
peut-être de plus important encore, qui est de sortir d'une appréhension binaire des choses. Il faut arrêter de penser qu'il y a d'un côté le succès, de l'autre côté l'échec. Parce que si on pense les choses comme ça, d'abord on va avoir trop de pression, on va se dire mais si je me plante, je suis nul. Et ensuite, on va rater la vérité du réel. Souvent, dans la vraie vie, vous avez remarqué, on peut rater des choses, mais en fait, on est sur un chemin de progression. Donc, on rate, mais en fait, on est en train d'apprendre. Donc, on est en train de réussir. Ou alors, il y a des situations inverses où on réussit, mais en fait, on est un peu en train de rater quand même, parce qu'on réussit d'une manière nulle, on réussit d'une manière conformiste, on réussit en grévant l'avenir, on réussit en se comportant mal avec les gens. Donc, dans ce cas-là, on réussit, mais il y a un peu d'échec. Et dans l'autre cas, il y avait des échecs, mais un peu de réussite, parce qu'on continuait à progresser. Et je pense que si on veut comprendre la vertu de l'échec, si on veut finalement être aussi un peu plus détendu et avoir moins peur de l'échec, il faut peut-être se souvenir de ce que disait un philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Stanislas Wawrinka. Est-ce que vous connaissez ce philosophe suisse? Eh bien, c'est un ami de Federer qui joue bien au tennis. Stanislas Wawrinka s'est fait tatouer sur l'avant-bras l'idée que je vais maintenant développer. Il a écrit sur son avant-bras, tout l'avant-bras, tu as échoué, essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux. Et bien, ce sera ma dernière proposition. C'est qu'il ne faut pas essayer de réussir à tout prix, parce que c'est trop angoissant et on va avoir trop peur de l'échec. Il ne faut pas non plus vouloir rater, parce que ce n'est pas très intéressant comme idée. Par contre, peut-être il faut essayer de rater de mieux en mieux. Je m'explique. Wawrinka a réussi, bon, je la fais courte pour ceux qui ne sont pas passionnés par le tennis, alors qu'il était comme nos joueurs français, un Tsonga, Gasquet, il plafonnait à la 10e, 12e place mondiale, alors qu'il était très bon, et il n'arrivait jamais à égaler les meilleurs, Federer, Djokovic, Nadal. Et un jour, il a compris comment on pouvait faire pour réussir quand c'est dur, quand on a la pression. Et il faut imaginer un joueur qui est contre quelqu'un qui est plus fort que lui. Imaginez Tsonga qui rencontre Nadal. Ça arrivait plein de fois. Très souvent, ces joueurs-là, ils ont une balle de match contre les meilleurs du monde. Très souvent. Mais en général, ils ne la concrétisent pas. Parce que, en face, Federer va hausser son niveau de jeu juste à ce moment-là. Parce que Federer a l'avantage psychologique. Ça fait 15 ans qu'il gagne contre Tsonga. Et parce que Tsonga va se dire « Ah, c'est mon heure, c'est le money time, je vais avoir le Graal si je gagne 1 point. Comment voulez-vous qu'il le gagne? Il a trop de pression. En face, l'autre est trop bon. » Et bien, ce qu'a compris Wawrinka, c'est qu'il fallait arrêter de penser en termes binaires. C'est pas soit je perds et je reste un loser, soit je bats Federer et je suis le king. Il s'est dit, même si je perds ce point, j'ai déjà gagné. Pourquoi? Parce que j'ai raté tellement mieux que la dernière fois. C'est la phrase de Beckett. Essaye encore, échoue encore, mais échoue mieux. Ça veut dire que dans l'échec, il peut y avoir un chemin de progression. Je peux gagner en compétences, en lumière, en proximité avec mon désir. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est qu'en voyant les choses comme ça, il s'est mis à gagner, Wawrinka. Parce qu'il y avait moins de pression, parce qu'il y avait quelque chose comme l'idée d'une progression, d'un chemin de progression, dans laquelle les choses sont plus complexes. Il n'y a pas d'un côté l'échec, de l'autre côté le succès. Et il a réussi, ce que n'ont pas réussi les joueurs français. Il est devenu numéro 3 mondial, l'égal des plus grands, parce qu'il n'était pas dans l'obsession de gagner et la hantise de perdre. Il avait compris que dans la vie, on peut rater de mieux en mieux. C'est exactement aussi ce que dit Mandela lorsqu'il dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est la même idée. Ça veut dire que ce qui compte, ce n'est pas d'être dans cette logique binaire, c'est de comprendre que les choses sont plus compliquées, qu'elles sont plus mélangées, et que parfois, il vaut mieux rater en apprenant plein de choses que de réussir en apprenant rien. Il vaut mieux rater d'une manière qui me ressemble que de réussir comme tout le monde. Il vaut mieux rater en marchant sur mon chemin de progression plutôt que de réussir sur une voie qui n'est pas faite pour moi. Alors, en résumé, je vous ai proposé, ça n'avait pas l'air structuré, mais je vais vous dire qu'il y avait une structure rétroactivement. Première idée, c'était une lecture existentialiste. C'est-à-dire, je disais, grâce à l'échec, je vais aller voir ailleurs. Je vais bifurquer. Souvenez-vous de Gainsbourg, il devient chanteur parce qu'il échoue comme peintre. Souvenez-vous de Soichiro Honda, il devient entrepreneur
parce qu'il échoue comme cadre. Ça, c'était la lecture existentialiste. Au fond, c'est Sartre qui disait, cette phrase est géniale, plus tu échoues, plus tu existes. Parce que grâce à tes échecs et aux routes qui se ferment, tu vas explorer d'autres chemins d'existence. D'accord ? C'était la première lecture. Il y a un autre philosophe que j'adore qui corrobore cette lecture, et il s'appelle Miles Davis. Il disait à ses musiciens, quand vous jouez une note, vous avez peur de faire une fausse note, mais détendez-vous, il n'y a pas de fausse note. Quand vous jouez une note, seules les notes d'après permettront de savoir si elle était juste ou fausse. Écoutez bien cette phrase et voyez toute la sagesse existentialiste qu'il y a dedans. Quel est notre défaut souvent ? On joue une fausse note et au lieu de continuer à danser, au lieu de continuer à faire de la musique de la vie en rythme, on s'arrête, on met sur pause et on dit « je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul ». On met comme un repeat éternel sur la fausse note. On arrête la musique. Alors évidemment qu'on arrête de progresser. Mais ce que dit Miles Davis, il libère ses musiciens et il leur dit « continuez à jouer, bifurquez, rebondissez, vous aurez une deuxième chance. Elle viendra dès la deuxième note. Vous aurez une troisième chance dès la troisième note. Et ce que vous preniez pour une fausse note, si vous continuez à jouer, à rebondir, ça va devenir la dissonance qui fera la beauté singulière de la musique de votre vie. » Vous avez bien vu que c'est vrai, que les gens... En fait, il y a aussi un coût du succès. Il y a beaucoup de gens, vous les voyez autour de vous, ils n'ont pas échoué, mais simplement ils sont devenus arrogants, ils sont devenus suffisants, ils sont devenus sûrs d'eux-mêmes, ils sont remplis de la boursouflure de leur ego parce qu'ils n'ont pas échoué. Et vous avez vu les gens qui ont bien réussi et qui sont encore sympas dans l'empathie, dans le lien, dans la relation, à chaque fois, ils ont connu l'échec. Parce qu'il y a une autre vertu de l'échec, c'est la vertu d'empathie. Mais j'y reviens. Première lecture, elle était existentialiste. Okay ? Deuxième lecture, elle était vitaliste. C'est-à-dire, je persévère et je mesure mon énergie de combattant. De Gaulle, Churchill, Barbara. Je continue dans la même voie. Je ne bifurque pas. Troisième lecture, elle était au fond une lecture en termes d'audace. C'est-à-dire, mon échec me prouve que j'ai osé. Encore faut-il que cet échec correspondent à ce type d'échec. C'est-à-dire que c'est les échecs les plus faciles à vivre, ceux qui s'accompagnent d'audace. Mais il y a une dernière lecture que je voudrais vous soumettre. Elle est plus compliquée, mais je ne peux pas m'empêcher de le faire, parce qu'elle a été implicite dans tout mon propos. C'est que parfois, quand nous échouons, au fond, nous l'avons un peu fait exprès. Regardez le cas de Darwin. Quand il a échoué en fac de médecine et en fac de théologie, vous croyez que c'était quoi son désir profond ? D'être un généraliste comme son père ? Ou d'être un pionnier qui refonde la science? Peut-être c'était d'être un pionnier qui refonde la science. Mais dans ce cas-là, quand il a été nul en fac de médecine, peut-être qu'il l'a fait exprès. Et que cet échec est déjà un succès. Parce que par son échec, il se rapproche de son vrai désir. Comment ça s'appelle ça ? Ça s'appelle un acte manqué. Et c'est la dernière lecture de l'échec, la lecture psychanalytique. Parfois, dans nos échecs, nous réussissons à nous rapprocher de notre désir inconscient. Autre exemple, vous vous rappelez, j'ai parlé de Soichiro Honda. Mais si ça se trouve, son vrai désir était d'être chef d'entreprise, de créer sa boîte, et pas d'être un cadre chez Toyota. Mais alors, s'il a été si mauvais lors de l'entretien d'embauche, c'est peut-être qu'inconsciemment, il a fait exprès de se planter pour se rapprocher de la vérité de son désir. Et dans ce cas-là, il n'y a pas échec ou succès. Nos échecs sont en même temps des succès. Ils sont des échecs du point de vue conscient, mais ils sont des succès du point de vue du désir inconscient. Puisque Charles Darwin, comme Soichiro Honda, comme peut-être Gainsbourg, lorsqu'ils se plantent dans la première voie, se rapprochent en fait de leur vrai désir. Dans ce cas-là, leurs échecs sont déjà des succès. Vous savez, souvent, quand on parle des vertus de l'échec, ce sera ma conclusion, on veut positiver, et on dit oui, il y a des échecs qui peuvent après donner lieu à des succès. Mais là, je vous dis autre chose, que parfois nos échecs sont déjà des succès, notamment dans une lecture psychanalytique en termes d'actes manqués. Finalement, si on résume tout ça, eh bien, on peut dire que nous, les humains, nous ratons parce que nous sommes des animaux ratés, et on a du mal à apprécier l'idée de rater, on a du mal à trouver que c'est bien, on a du mal à être heureux quand on rate parce que ça fait mal.
Mais ce que je voudrais que vous entendiez, c'est la résonance étrange qu'il y a entre raté et liberté. Raté, oui je sais c'est bizarre, et liberté. Mais en fait, pourquoi nous ratons, nous les animaux humains? Parce que nous sommes libres, parce que nous ne sommes pas déterminés par l'instinct naturel, comme la toile d'araignée, comme l'araignée est déterminée par l'instinct à tisser sa toile. Si nous ratons, c'est parce que nous sommes libres d'essayer ceci ou cela, de nous rectifier ou pas. Et c'est ça, au fond, la vertu de l'échec. C'est un peu paradoxal, c'est de nous aider à prendre la mesure de notre liberté. Quelqu'un qui n'échoue jamais, c'est quelqu'un qui ne se saisit jamais de la chance de sa propre liberté. Je vous proposerai de vous quitter avec 2 résonances. Ratage, ça va avec apprentissage. La culture est une culture du ratage. Et raté, ça va avec liberté. Raté, ça va avec liberté. Et je vous laisserai sur une sublime phrase de la sagesse zen. C'est parfois quand tu as atteint ton but que tu comprends tout ce que tu as manqué. Merci beaucoup. Pas si raté, hein, la conférence. Enfin, j'ai trouvé. Il n'y en a qu'un seul qui a dormi, mais on ne le dénoncera pas parce qu'on est solidaire à l'UMI. J'en ai vu plusieurs, mais c'est pas grave. Non, non, c'est faux, c'est faux. Et moi, je suis assez flatté quand vous dormez, parce que ça veut dire que ma voix est douce, que quelque chose ne vous agresse pas dans mon propos. Alors, exact, je fais ça tout le temps aussi. Parfois, on peut écouter en dormant. Alors j'avais une ou deux questions très sérieuses, mais j'en avais une plus légère, puisque comme tu à un moment parlais des différentes manières de réussir sa vie, est-ce que tu sais quel est le chanteur qui a chanté donc, cette chanson qui s'appelle Réussir sa vie? Florent Pagny. Non, c'est Bernard Tapie, et je vous encourage tous à aller sur Internet. Alors c'est une archivina, hein, ça date des années 60, mais Bernard Tapie qui chante Réussir sa vie, je vous assure que ça vaut le détour. De ton propos ressort plusieurs choses. D'abord, la différence entre l'homme et l'animal, et ensuite la spécificité du malheur français dans le rapport à l'échec. Il y a un sociologue allemand qui nous a quittés l'an dernier, je crois, mais bon, j'ai pas Wikipédia sous la main, Ulrich Beck, qui avait écrit un livre qui s'appelle La société du risque, où en gros, il expliquait que notre gros problème, c'est que la technologie nous rendait riscophobes, et on voulait des risques nulle part, dans le nucléaire, dans l'alimentation, etc., etc. Ça, fatalement, du coup, ça ne fait qu'angoisser la peur de l'échec. Est-ce que, donc, du coup, tu vois monter un peu partout une peur de l'échec, et est-ce que le mal dont tu as parlé est de plus en plus prégnant en France? Je pense qu'il y a eu 2 mouvements. Un mouvement, jusqu'à il y a 5-10 ans, qui était un mouvement qui va beaucoup dans le sens du principe de précaution. Souvenons-nous que sous la présidence de Jacques Chirac, ça a même été constitutionnalisé. Le principe de précaution est rentré dans la Constitution, pour des raisons qui se défendent d'un point de vue écologique, mais le signal était désastreux sur les consciences humaines. Ce qu'on devrait constitutionnaliser, c'est le sens du risque. On devrait dire aux gens, aux Français, la vie humaine est une vie où on a le sens du risque, et puis après, on le pondère avec un principe de précaution. Ça, c'était l'époque d'avant, avec une véritable aversion au risque, avec une logique assurantielle. Et il faut bien rappeler une chose, c'est qu'une vie dans laquelle il n'y aurait plus de risque, ça s'appelle la mort. Voilà, c'est ce que raconte très bien Nietzsche, et Freud aussi d'ailleurs. La vie a d'autant plus de goût qu'on la risque. Et je pense toutefois qu'il y a maintenant, depuis quelques années, un contre-mouvement qui s'initie, où on comprend, comme on est en crise de civilisation, qu'on ne s'en sortira pas en essayant de se protéger des aléas de l'existence. Comme on est en crise, on doit redevenir créatif, inventer des nouvelles solutions, des nouveaux modèles, et ne surtout pas se contenter de simplement répéter ce qui a marché, d'autant que ça marche de moins en moins. Et bien, dans ce nouveau souffle, il apparaît une valorisation de l'échec nouvelle, avec beaucoup de conférences sur l'échec, beaucoup de séminaires dans les entreprises où les cadres parlent de ce qu'ils ont appris dans leurs échecs, et aussi une revalorisation du sens du risque. À mon avis, on est dans une inversion de tendance. La route est longue, évidemment, mais je crois qu'il se passe quelque chose d'intéressant. Alors, est-ce qu'on peut creuser cette inversion de tendance avec quelque chose qui aura a priori à cœur à tous les professionnels de l'UMI? Quand on n'est pas dans une dictature, la manière d'imposer de façon autoritaire la même chose à tout le monde s'appelle la norme. Hein. La norme est la dictature cachée dans la démocratie. Dans le domaine de l'hôtellerie-restauration, au niveau sanitaire notamment, il y en a des milliers. Et la norme, au fond, elle nous vient de notre croyance que la machine, qui édicte une norme arbitraire pour tout le monde, sera toujours supérieure à l'humain. D'ailleurs, les machines sont les seules qui fonctionnent en mode sans échec. Alors que nous si.
Ça, en revanche, l'emprise de la norme, on ne va pas réussir à la desserrer, non? Écoutez, je vous renvoie à un petit livre que vous pouvez lire, parce qu'il fait 50 pages, c'est une bombe. Et il répond à cette question, c'est le malaise dans la civilisation de Freud. Mais vraiment, c'est une bombe, et ça se lit vite. Que nous dit Freud dans ce livre? Un truc très simple. C'est que pour qu'une société fonctionne, il faut qu'il y ait de la norme et de la soumission des individus à la norme. Donc, il faut qu'il y ait une répression des singularités. Mais ce n'est pas bon pour l'individu. Ce qui est bon pour l'individu, c'est qu'il exprime son talent singulier, même s'il y a une norme sociale. Et Freud nous montre qu'il y a un malaise qui est le propre de la culture humaine, parce que ce qui est bon pour une société, c'est le respect de la norme, et ce qui est bon pour un individu, c'est l'expression de sa singularité. Donc, quand ça marche bien, on accepte très bien que les individus se soumettent à la norme au prix d'une répression de leur singularité, mais dans les époques de crise, comme celle qu'on traverse, on va davantage valoriser la singularité parce qu'on sait qu'en elle, il y a la possibilité de trouver des solutions nouvelles. Si vous voulez, il s'agit aussi d'écouter son intuition. Si vous êtes tout le temps en train de dire « on a toujours fait comme ça », on va donc faire comme ça, ou alors ça ne se discute pas, c'est une vérité indiscutable, du coup, vous ne faites pas confiance à votre intuition. Donc vous ne pourrez pas trouver de solution nouvelle. Donc on est dans une époque de basculement, et quelque part, la crise peut être une chance aussi. C'est Hölderlin qui disait « Dans le péril, croit aussi ce qui sauve ». Quand il y a une crise, il y a une déchirure. C'est un peu ce que je disais, c'est quand ça ne marche pas, qu'on s'interroge et qu'on se demande comment ça marche. Et bien là, il y a une crise de la norme. C'est pour ça qu'il y a une passion de la norme, parce qu'elle est en crise. Et donc, prenons-la comme une chance pour donner partout une chance accrue à la singularité. Et notamment dans l'échec, en disant, on a tous une responsabilité partout où on est. Vous, comme là où vous travaillez, moi, là où je travaille, c'est de dire à quelqu'un, mais tu t'es trompé, mais est-ce que cet échec est intéressant? Je ne dis pas que tous les échecs sont intéressants, mais est-ce que cet échec est intéressant? Alors ça paraît un peu évident, mais ça change tout de se comporter comme ça. Je prends un exemple que je l'ai vécu ce matin dans une classe de terminale avec une élève. En fait, elle a fait un contresens sur la liberté de Descartes. Elle a dit un truc, j'avais jamais entendu un contresens si fou. J'avais jamais entendu quelqu'un comprendre si mal ce concept. Et bien, au lieu de lui dire « c'est pas bien, Descartes ne dit pas ça », je l'ai valorisé dans son échec. Je lui ai dit « mais c'est incroyable de comprendre à ce point mal. En 20 ans de carrière, j'ai jamais entendu quelqu'un qui comprenait si mal Descartes. Mais qu'est-ce que tu as dans ton cœur, dans ta tête, dans ton désir pour imaginer qu'il ait pu dire ça ?» Et bien finalement, elle a été flattée. Elle a été flattée parce qu'elle a été réintégrée dans sa singularité. Et finalement, au lieu d'être vexée parce que je lui dis « tu as été à côté de la norme », beaucoup de profs sanctionne l'écart par rapport à la norme. Eh bien non, peut-être que parfois la norme, elle a fait son temps, qu'il faut en changer, et pour ça, donner une chance à la singularité. Mais ça veut dire lui donner une chance jusque dans l'échec. Ça veut dire aussi, évidemment, être impitoyable avec ceux qui se plantent sans rien tenter de singulier. Là, il faut le reconnaître. On ne peut pas valoriser les échecs prometteurs sans être sévère avec les échecs conformistes. Alors, ça s'applaudit. Hein. Donc c'est effectivement à la fin de ton propos, tu expliques plus tu échoues, plus tu existes. Ouais. Et là, je pensais qu'évidemment, c'était une phrase qu'il fallait vraiment répéter en boucle à Jean-François Copé, qui est un peu comme ton étudiante, s'est planté comme jamais personne ne s'est planté, puisqu'il a eu moins de 9000 voix à la primaire. On pourra en trouver plein d'autres. Plus sérieusement, après, il y a un regard social qui fait qu'une fois qu'on a été marqué au fer rouge, c'est compliqué de revenir dans la même voie. Ah oui, c'est vrai. Et donc, appliqué à ça, quelqu'un qui n'aurait... Tu as cité l'exemple du merveilleux. Comment faire au fond l'examen de conscience sur l'échec pour quelqu'un dont l'affaire, l'hôtel, le restaurant ne marche pas entre ce qui est du lot d'une époque. Si tu ouvres ta boutique au lendemain des attentats du Bataclan, ça peut être plus compliqué. Et puis ce qui est vraiment son échec personnel. Oui, c'est une très bonne question. C'est ça qui est compliqué. Il faut analyser le réel et essayer de voir ce qui, dans mon échec, dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi. Et vous savez, souvent, on s'épuise parce qu'on veut changer ce qui ne dépend pas de nous. Par exemple, on se bat contre une conjoncture, mais la conjoncture ne dépend pas de nous. Ou alors, on voudrait changer la mentalité de quelqu'un, je ne sais pas, avec qui on est en négociation commerciale, et en fait, on ne changera pas cette personne. Eh bien, la sagesse, il y a une sagesse intéressante qui vient des stoïciens, qui est de dire,
il faut absolument apprendre à arrêter d'essayer de changer ce qu'on ne peut pas changer pour se concentrer et changer ce qu'on peut changer. Donc ma réponse, c'est peut-être de se dire, toujours analyser le réel, faire un peu un tableau à 2 entrées, dire voilà, il y a plein de choses qui ne dépendent pas de moi, notamment dans mon échec, ceci n'est pas lié à moi, mais je ne vais pas donc me battre, je ne vais pas en parler des heures, je ne vais pas me plaindre, je ne vais pas ajouter à ça un deuxième mal qui serait ma protestation, je vais gagner en sagesse stoïcienne, et au lieu de perdre mon énergie à déplorer ce qui ne dépend pas de moi, je vais la déplacer pour essayer de changer ce que je peux changer. Et ça, d'ailleurs, c'est résumé dans une très célèbre injonction de Marc Aurèle, que vous avez peut-être déjà entendue. Je vous la répète, et écoutez-la bien, parce elle a changé des vies. Cette phrase que je vais vous donner, elle a changé la vie de De Gaulle, il le dit, de Churchill, il le dit, de Gandhi, il le dit, de Martin Luther King aussi. Donc peut-être vous pourriez tendre l'oreille. Voilà la phrase. « Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer. Donne-moi la volonté de changer ce que je peux changer. Et donne-moi la sagesse de toujours essayer de distinguer les deux. » Je répète quand même, non ? Donne-moi la force d'accepter ce que je ne peux pas changer, la volonté de changer ce que je peux changer, et la sagesse d'essayer de distinguer les deux. Et bien, dans ce cas, c'est peut-être ce qu'on pourrait rappeler à cette personne. Évidemment que c'est dur de se planter alors que beaucoup de choses ne sont pas de notre faute. Mais être stoïcien, c'est ne jamais perdre de temps à se lamenter sur les facteurs qui ne dépendent pas de soi, même rétroactivement. Et vous savez que parfois, quand on se plaint, on s'épuise. Et on perd de l'énergie pour rebondir et saisir sa deuxième chance. Alors, je crois qu'on a un ou deux micros, donc je ne vais pas m'arroger le monopole des questions. Si vous avez des questions, il suffit de lever la main. Mais juste, c'est trop tentant parce que tu disais en politique, on a besoin d'échecs pour vraiment réussir. Alors effectivement, les 4 derniers présidents avaient beaucoup échoué aux élections, Mitterrand, Chirac, Sarkozy, Hollande. Et tu disais, ceux qui ont tout réussi font une grosse dépression vers 40-42 ans. Emmanuel Macron n'a jamais rien raté. Il va avoir 40 ans en décembre. Est-ce que tu lui prévois du coup une collision sinistre à venir ? Alors, je vais vous rassurer. Les plus gros échecs en fait, que nous rencontrons tous, nous les rencontrons dans la petite enfance, en apprenant à marcher, en apprenant à faire du vélo. Et évidemment, en refoulant cette animalité, et c'est ça comme ça qu'on devient humain. Donc même un winner comme Macron, qui a tout réussi, il a enduré cette expérience de l'échec dans sa petite enfance. Et c'est pourquoi il est devenu humain. Donc on a tous notre lot d'échecs, et lui aussi, et heureusement. Mais d'ailleurs, je précise un truc quand même important, parce que je n'ai pas été clair là-dessus. Vous savez, j'ai opposé le petit garçon au poulain. Rappelez. Et j'ai dit, le poulain, il arrive très vite à marcher, et le petit garçon, il met 1 an, mais il apprend plein de choses. Mais j'ai oublié de vous dire la base, mais je pense que vous l'avez compris, c'est que le poulain, au bout d'1 heure, il marche, mais toute sa vie, il marchera pareil. Jamais il fera autre chose. Et le petit enfant qui met 1 an à réussir à marcher, il va faire du vélo, et il va conduire une voiture et un avion. Et donc, est-ce que vous avez déjà vu un seul poulain faire du vélo ? Mais je veux dire un seul, je ne dis pas conduire une voiture. Faire du vélo, oui, un seul poulain faire du vélo. Et bien c'est ça la vertu de l'échec. C'est que nous, on fait du vélo alors qu'on met plus de temps à réussir à marcher. Alors, Emmanuel Macron aussi. Oui, mais à la sortie de certains restaurants, après des très bonnes soirées avec les gens de l'UMI, on peut croire apercevoir des poulains faire du vélo, mais dans ces cas-là, il faut juste pas rentrer en voiture. Alors, il y a une question en première, madame. Je veux bien l'adresse. Si tu veux. Allez, je croyais qu'il y avait une question. Non, c'est le micro. Ah, vous tenez le micro. Qui est-ce qui a une question ? Bah, comment ça, c'est pas facile ? Ben si, monsieur, voilà, là, au milieu. Au milieu, 3e rang, voilà. Levez-vous qu'on vous... Précisez d'où vous parlez pour Charles, si vous avez plutôt un hôtel, un restaurant, une boîte de nuit, si on y croise des poulains à vélo, tout ça, quoi. Non, mais je suis un heureux retraité et qui a eu pas mal de projets et qui a dû rebondir plusieurs fois dans ma vie. L'échec, c'est une chose, mais la décision... Quand elle se fait pour soi-même, c'est relativement facile. Mais quand on est chef d'entreprise, on prend la décision non seulement pour soi, on la prend aussi pour sa famille et on la prend pour un groupe d'individus. Et là, c'est beaucoup plus compliqué. Et j'aimerais bien que vous nous expliquiez la différence, comment prendre la décision pour soi-même et la décision pour un groupe d'individus. Vous avez des responsabilités et vous ne devez pas vous planter. Voilà. Bah oui, c'est une très dure question. Et à vrai dire... je me sens illégitime pour répondre. C'est plutôt à vous de répondre à cette question qui est liée à votre pratique. Mais c'est une très belle question parce que justement,
Pour être honnête, tout ce que je vous ai dit des vertus de l'échec est très valable sur un plan individuel, mais devient plus problématique sur le plan de la responsabilité à l'égard d'autrui. C'est sûr. Et le drame, c'est que la pression va être double sur vos épaules. Déjà, vous allez avoir une pression parce que le regard français sur l'échec est un regard de disqualification et de discrimination, pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Mais en plus, vous allez avoir la pression parce que ça porte à conséquence pour les autres. Alors, pour qu'il y ait moins de pression, il faut que tous, là où on est, on participe de ce changement de regard sur l'échec. On a tous une responsabilité par rapport à ça, et notamment dans le rapport aux enfants, dans le rapport aux salariés. Et c'est très simple, parfois ça passe par des phrases très simples, du genre tu as raté, mais c'est parce que tu as tenté quelque chose d'intéressant. Mais parfois ces phrases, on les entend même pas. Et on présente les gens aussi uniquement par ce qu'ils ont réussi. Ça, c'est un défaut très français. On présente les gens dans les biographies professionnelles avec une succession de succès. C'est-à-dire qu'on est dans une négation de la réalité de l'existence. Il y a un excès inverse aux États-Unis. Si vous parlez à Michael Jordan, vous lui demandez de se présenter, il va raconter qu'il a raté 9000 paniers et que c'est comme ça qu'il est devenu Michael Jordan, dans l'échec. Bon, c'est l'excès inverse. Peut-être pour vous aider, pour vous favoriser la tâche, pour que ce soit moins lourd à porter, quand votre échec a des conséquences sur les autres, il faudrait que tous on participe de ce changement de regard et qu'on rappelle que... D'ailleurs, c'est intéressant de rappeler l'étymologie. Je ne l'ai pas fait parce que vous m'avez interrompu tout le temps, mais vous savez, l'étymologie de échec, en arabe, en persan, c'est shamat, qui a donné échec et mat. Et shamat, en persan, ça veut dire le roi est mort. Échec et mat. En arabe, al-shekmat, c'est pareil, le roi est mort. Donc, dans le mot échec, il y a une incroyable violence. Et ça veut dire, en gros, le roi en moi est mort. Il faut balayer cette étymologie, ne pas l'entendre comme ça. Et il y en a une autre, beaucoup plus intéressante, qui est en vieux français du XIe siècle. Le mot échec vient du vieux français eshkek. Et eshkek, selon les spécialistes, ça veut dire soit butin, soit trésor. Ça nous aide un peu, de se dire que nos échecs sont des trésors à faire fructifier, sous condition, que des échecs sont comme des butins. C'est un peu des choses qu'on a réussi à attraper, même si on a échoué, on a un butin, on a quelque chose, on a une leçon, on a un apprentissage, on a quelque chose à faire fructifier. Et finalement, parfois, c'est plus intéressant aussi d'échouer que de réussir, de ce point de vue-là. Parfois, il n'y a pas de butin dans le succès, il y a juste une ivresse, mais il n'y a pas une sagesse. Ça, c'est la dernière page du livre. La suivante, il nous reste 10 minutes. Pardon, madame, allez-y. Alors la question, je la répète pour tout le monde, comment peut-on se comporter quand le regard des autres sur l'échec est si discriminant? Alors, dans mon livre, je donne des conseils concrets. Tout simplement, de prendre des exemples, de dire qu'il y a des gens que cette personne admire, alors que par ailleurs, elle discrimine ceux qui ont échoué, et souvent, cette personne qu'elle admire comme figure du succès a beaucoup échoué. Donc il y a une contradiction dans les termes, puisqu'elle ne voit pas que le succès est souvent enfanté de l'échec. Ça, c'est une chose. Et puis après, il y a quand même quelque chose sur lequel je n'ai pas beaucoup insisté, c'est la question de la relation humaine, de l'empathie. C'est que bien souvent, on gagne en empathie vis-à-vis des autres quand on a connu l'échec. Bien souvent, les gens qui ont beaucoup réussi, mais qui sont doux, bienveillants, avec ceux qui vont se tromper dans leurs entourages et qui sont hiérarchiquement inférieurs, ce sont des gens qui ont connu l'échec. Et les gens qui sont très arrogants, très suffisants et très cassants, et qui ne pardonnent pas l'échec, c'est souvent ceux qui n'ont pas connu l'échec. Mais du coup, ça va les limiter. Parce qu'à force d'être mauvais en relations humaines, ils ne vont pas pouvoir se développer vraiment. Parce que quelqu'un qui est odieux, vous allez me dire, oui, il y a quelques contre-exemples de salauds méchants qui réussissent très bien. C'est vrai, mais franchement, ce n'est pas la majorité. La plupart des gens qui réussissent à grande échelle, ils ont une forme de bonté, parce qu'ils savent déléguer, ils savent faire confiance. Donc ils ont une qualité d'empathie qui souvent a grandi dans l'expérience de l'échec. Et vous pouvez rappeler à cette personne ses valeurs humanistes. Et vous pouvez aussi lui rappeler que la valeur d'un être ne se mesure pas à ses résultats. Tout simplement, que la valeur d'un être ne se mesure pas à sa rentabilité. La valeur d'un être, c'est autre chose. Et puis aussi, vous pouvez lui demander
de se souvenir, quand il n'arrivait pas à apprendre à marcher, de se souvenir de son humanité, de se souvenir que tout ce qu'il sait, il le sait parce qu'il a raté, et que parce que d'autres ont raté, ont tiré les leçons de leur ratage et lui ont enseigné ces leçons. Et d'ailleurs, dans la métaphore animale qui vous a un peu fait rire tout à l'heure, j'ai été un peu loin. Il y a quand même quelques animaux qui apprennent de leur ratage. Par exemple, le renard qui mange des baies empoisonnées, il ne va pas y retourner. Mais pour l'essentiel, il obéit à l'instinct. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il ne va pas apprendre des anciens. Si vous avez quelques lionnes qui apprennent à chasser aux enfants, ça dure 2 mois. Mais il n'y a jamais une mamie lionne. Il n'y a pas de papy renard, voilà. Il n'y a pas de mamie lion. Et bien nous, on a des grands-parents qui vont pouvoir nous raconter ce que leurs échecs leur ont appris. Et c'est ça la culture, c'est ça l'éducation. C'est quelqu'un qui vient et qui te dit, tu sais, moi j'ai échoué et j'ai compris plein de choses, donc n'aie pas peur d'échouer, l'erreur est humaine. Ça veut dire ça, l'erreur est humaine. C'est par l'erreur que l'animal humain apprend. Madame. Oui, bonjour, Hélène Humi-Vendée. Ma question était par rapport à la formation et à nos jeunes. Je suis aussi maître d'apprentissage depuis plus de 13 ans. Et souvent, vous disiez les vertus justement de l'échec, ça porte avec l'expérience aussi. Ouais. Mais justement, nos jeunes maintenant, avec toutes les réformes qu'ils ont subies et qu'ils subissent encore, où on leur dit que c'est l'égalité des chances, donc très bien par rapport, mais par contre, on leur interdit aussi maintenant, en tout cas, le devoir de l'échec. Le devoir, c'est-à-dire ? C'est-à-dire que maintenant, soit on leur dit c'est acquis ou c'est pas acquis. Mais on leur dit pas à un moment donné, ah ben non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ou alors au contraire, on leur dit, par exemple, pour parler d'autre chose, parce qu'il y a plusieurs points, on peut leur dire aussi, toi tu vas aller en CAP parce que tu réussis pas à l'école. C'est peut-être pas ce qu'ils ont voulu. Et souvent, ces jeunes-là, c'est pas le métier qu'ils ont voulu. Et au final, ils échouent. Ou alors, au contraire, il y a des très bons élèves qui veulent être cuisiniers, qui veulent faire du service. On leur dit non, toi, tu vas dans une filière, il faut pas y aller. Et en fait, on les retrouve 10 ans plus tard en brevet professionnel. Vers 25 ans, parce que c'est finalement ça qu'ils voulaient faire dès le départ, il y a 10 ans auparavant, et qu'on leur a interdit de faire. Alors, qu'est-ce qu'on dit à tous ces jeunes, justement, qu'on leur dit, alors d'un côté, tu échoues à l'école, mais tu vas aller dans une branche où on est sûr qu'ils vont échouer, parce que c'est pas ce qu'ils ont choisi, et par rapport à des jeunes qui veulent y aller, qui finalement échouent, et ils reviennent 10 ans plus tard. Alors, c'est très compliqué de répondre en une phrase. Évidemment, il y a plein de questions en même temps, mais quand même, ce qui est sûr, c'est que le propos global doit être de dire aux jeunes, et le plus tôt possible, d'une part, il n'est pas dit que le fait que tu réussisses maintenant, c'est mieux pour ta réussite existentielle globale que le fait que tu rates maintenant. Ça, c'est une chose simple. Avec exemple à l'appui, statistique à l'appui, il n'est pas dit que le fait de réussir très tôt fasse réussir au global. D'ailleurs, l'idéologie française, c'est ce qu'on appelle le fast track. Je me mets très vite sur les rails du succès. En France, on pense comme ça, que plus je me mets vite sur les rails du succès, plus je vais réussir mon existence. Aux États-Unis, par exemple, on pense beaucoup le fast fail. Plus j'échoue vite, plus je m'interroge, plus je rebondis, plus j'ai de chances de réussir mon existence. Ça, c'est la première proposition. Je ne peux pas entrer dans les détails, mais ça, c'est déjà intéressant de les apaiser en leur disant que peut-être, exemple à l'appui, c'est pas grave s'ils se plantent maintenant, ça les fera peut-être aller plus vite et que la réussite d'une existence, ça se mesure à la fin, pas maintenant. Deuxième idée, très importante, c'est d'inviter les jeunes à écouter leurs désirs et pas ce qu'on projette sur eux de l'extérieur. Évidemment que c'est dur, surtout à l'adolescence, mais c'est pourtant le chemin intéressant de dire, si tu as envie de faire ça, est-ce que c'est une envie qui est la tienne ? Est-ce que c'est ton désir ou pas ? Et alors ça paraît un peu bateau comme question, mais en vérité on ne la pose jamais aux jeunes. On la pose jamais aux jeunes. On leur demande là en terminale, avant la section, l'orientation, on leur dit tu peux faire ça ou pas en fonction de ton niveau. On leur dit pas que le premier critère, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on réussit dans son existence ? C'est qu'on est sur son axe, c'est qu'on est fidèle à son désir. Tous les gens qui réussissent beaucoup sont des gens qui font ce qu'ils aiment faire, évidemment, qui ont du plaisir à être fidèles à leur désir. Et ce discours peut les apaiser. Et si on avait ce discours, il y en aurait peut-être plus qui oseraient aller contre l'idée générale de l'époque pour peut-être tenter notamment une voie d'apprentissage qui leur correspond. Ou alors qui oseraient plus refuser
une voie dans laquelle on veut les enfermer. Et puis, petite blague pour les rassurer, ceux qu'on envoie en bac pro alors qu'ils n'ont pas envie, il faut quand même leur dire que ceux qui vont en section généraliste et qu'on force à faire des bonnes études et qu'on envoie dans les écoles de commerce un peu moyennes dans toute la France et qui après sont cadres, et ben ceux-là, une fois sur deux, ils sont hyper malheureux à 35 ans, à 40 ans parce qu'ils n'ont pas de métier. Parce que figurez-vous que quand on fait du pain ou qu'on cultive des tomates ou qu'on fait des tables de nuit, on a un métier. Et quand on est cadre et qu'on répond à des mails et qu'on va à des réunions toute la journée, on n'a pas de métier. Et finalement, ce qui met en joie un animal humain, c'est quand même, et ça on l'oublie, de faire quelque chose, de faire quelque chose, vous voyez, d'être dans le réel. Et bien ça pourrait aussi faire partie du discours nouveau qui pourrait aider les gens. Maintenant, je ne peux pas répondre à tout en 2 secondes. Mais pour prolonger la réponse à cette question, il y a un journaliste qui s'appelle Jean-Laurent Casely qui a sorti un bouquin qui s'appelle La revanche des premiers de la classe, où on voit des tonnes de HEC, des tonnes de Sciences Po, donc des tonnes de Charles Pépin qui n'ont pas choisi la philosophie, qui décident d'être restaurateurs ou hôteliers à 30 ans justement parce qu'ils veulent un ouvrir métier. des maisons d'hôtes. Bien sûr. Mais quand tu regardes le témoignage de tous ces jeunes, ils remettent jamais en question l'orientation scolaire. Ils disent « mes parents ont surtout pas voulu que j'aille en apprentissage, etc. etc. » Ils voulaient d'abord que j'ai HEC parce que ça les rassurait. Donc la responsabilité, elle est assez partagée socialement. Mais attention, c'est parce qu'ils ont 30 ans, donc ils sont les produits du système français que je dénonce, mais ce système est quand même en train d'évoluer. Il est réellement en train d'évoluer. Et donc, il va y avoir, avant, ces jeunes, ils avaient besoin de rassurer leur famille, et peut-être aussi de se rassurer en faisant une bonne école avant d'écouter leurs désirs profonds. Ben, peut-être ça va changer, et quand ils vont plus s'écouter plus tôt. Et ils vont aussi comprendre que parallèlement, il y a beaucoup de gens qui font ces études et qui après sont au chômage, parce que finalement, ils ne sont pas bien, parce que ce n'est pas leur voie. Et ça me paraît très intéressant quand même de rappeler une évidence. C'est que ce qui fait qu'on est compétent, c'est le plaisir. Ça, on l'oublie souvent. Il y a beaucoup d'univers, peut-être un peu le vôtre d'ailleurs, parfois, où on pense que pour être bon, il faut en baver. Ou pour être bon, il faut être hyper efficace, hyper sérieux et suer. Mais on oublie que c'est peut-être vrai pour être bon, mais pour être très bon, il faut du plaisir. C'est Aristote qui disait merveilleusement, d'ailleurs il parlait du boulanger d'ailleurs. Oui, il parlait du boulanger. Il disait, comparez quelqu'un qui fait une bonne baguette à quelqu'un qui fait une baguette de rêve. Une baguette merveilleuse, on pourrait dire. Et bien la différence, c'est que pourquoi le geste de celui qui fait la baguette merveilleuse est parfait? Qu'est-ce qui ajoute à ce geste pour qu'il atteigne la perfection? Et Aristote répond, c'est le plaisir qu'il prend à ce qu'il fait. Monsieur, tout en haut, on vous apporte un micro, même si vous parlez fort, mais... J'arrive. Et tout le monde vous a pas, mais là, on apporte un micro à l'Aveyron. Merci. Bonjour. Bonjour. Donc, je me répète, Jean-François Lagarde de l'Aveyron. Ouais. Une seule question. Qu'est-ce que vous pensez de l'émission Cauchemar en cuisine? Mais je vais vous là, dire, ils ont notre approche que vous avez. Si vous se leur parle comme ça à nos employés, c'est sûr que bon, un service, ça va prendre un peu plus. J'ai l'impression que si on leur parle comme vous dites de leur parler, ouais. Le service à midi, c'est le soir, hein, ça c'est sûr. Hein. Par contre, Estiebech, je suis pas sûr. Je suis pas sûr, mais bon. Ouais. Estiebech, il a une façon d'autre de voir les choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Ah oui, alors j'ai compris. En fait, j'ai jamais vu l'émission, mais j'imagine que dans Cauchemar en cuisine, on les dresse hyper violemment, sévèrement, et ils sont hyper bons sans prendre de plaisir, c'est ça? Ouais. Eh bien, écoutez, déjà, ça pourrait être vrai sans que je sois d'accord. Je veux dire, si le monde est... Peut-être, mais à la limite, on a le droit d'avoir envie d'un autre monde. On a le droit d'avoir envie que les gens soient heureux et prennent du plaisir. Mais quand même, je crois qu'on peut se mettre d'accord tous les deux. Peut-être qu'il y a un moment d'apprentissage, un moment sur le chemin, où effectivement, ce n'est pas le plaisir qui est le premier critère. Mais peut-être qu'après, pour arriver à de l'excellence, il faut que ce soit le plaisir qui parachève cette compétence. Mais vous savez, monsieur, quand vous parlez du service, vous voyez bien aussi que s'ils sont trop dans le déplaisir, ils vont faire des maladresses par stress et par angoisse. Et qu'il y a un moment, il faut qu'ils se fassent confiance pour être hyper bons dans leur métier. Et que pour se faire confiance, il faut un moment qu'il y ait une métamorphose d'une compétence technique en quelque chose d'agréable. Vous voyez, quelqu'un qui est vraiment bon,
c'est peut-être quelqu'un qui, comme vous le dites, passe par une phase d'apprentissage où vraiment il doit se dépêcher, il doit pas prendre de plaisir, mais peut-être qu'il y a un franchissement de seuil et qu'à un moment, la véritable compétence, c'est cette espèce de fluidité qui fait qu'on se met à prendre du plaisir à ce qu'on fait. Mais peut-être que je me trompe. On peut encore peut-être en prendre une dernière. Je vois le temps qui... Est-ce qu'on a satisfait? En tout cas, monsieur, juste un truc, je peux vous dire un truc, moi, prenons l'exemple quand je vais au restaurant et qu'un serveur m'a l'air super stressé, super speed, moi, je ne suis pas content comme client. Mais si je vois un serveur qui danse dans l'ivresse de l'efficacité maximale, joyeux, libre, parfaitement compétent au fond, moi, je suis content comme client. Non, mais ce n'est pas une blague. Hein. Et donc, quelque part, c'est quand même un argument. C'est que quelqu'un que je sens oppressé et stressé, même s'il ne fait pas d'erreur, moi, il me stresse. Mais quelqu'un qui a acquis une compétence suprême au point de danser avec sa compétence, moi, j'ai envie de revenir. Allez. Alors, il n'y a pas eu de main, donc peut-être, juste avant qu'on ne te libère, tu disais, au fond, échouer n'est pas grave. Ce qui est grave, c'est perseverare diabolicum, c'est de continuer dans la même veine. Oui. Ça fait 30 ans que la France a un chômage relativement élevé, plutôt stable. Ouais. Roland, tu me diras si je ne dis pas de bêtises, mais je crois que vous avez recensé à peu près 100 000 postes vacants dans l'hôtellerie-restauration. Oui. Donc, non seulement il y a l'erreur, il y a l'échec de la Nation France, mais en plus on persévère, parce qu'on sait. Donc, qu'est-ce que tu auras envie de dire à la Nation France ou à son représentant de 39 ans qui échoue jamais, pour qu'il accepte? Enfin, c'est quoi le travail à faire pour qu'on arrive à inverser la tendance? Parce que 100 000 postes non pourvus, c'est un échec pour tout le monde, non? Oui, alors c'est une question plutôt économique, mais je pense quand même que quand on dit, comme tu le dis, qu'on répète l'échec au fond, qu'on n'en tire pas de leçon, c'est un problème qui est dur, et c'est un problème qu'on a parfois à titre privé, parce que c'est bien gentil de parler des vertus de l'échec, mais ce qu'on a tous vécu parfois, c'est quand on répète le même échec à l'identique. Alors là, on se dit quoi? Je suis pas humain ou quoi? Parce que si l'humain progresse de ses échecs, et si moi je répète les mêmes échecs, je suis pas humain. Tu l'as évoqué avec le chômage, mais on le vit souvent dans la vie de couple. Hein. Vous avez malheureusement peut-être la même expérience que moi. On va répéter les mêmes échecs en allant vers le même genre de personne qui n'est pas faite pour soi. Alors on se dit, pourquoi j'y retourne? Je suis con ou quoi? Pourquoi je reviens au même endroit? Et en fait, ma proposition humaniste, c'est de dire que parfois, quand on a l'impression que l'échec se répète à l'identique, c'est peut-être qu'on n'est pas assez attentif et que si vraiment on s'arrêtait et qu'on regardait la manière dont l'échec se répète, on se rendrait peut-être compte que finalement, il y a du progrès dans le ratage. Et ben, c'est peut-être un peu pareil avec le chômage. On est peut-être en train de comprendre qu'il y a du boulot quelque part et que voilà, on n'a pas répété le même échec, on a continué à échouer, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de progrès sur ce chemin. Ce sera le mot de la fin. Merci infiniment, vous, Charles merci. Pépin, d'être venu avec nous. Charlotte? Alors, on va libérer Charles, qui nous a fait l'amitié de venir avec nous et qui a un débat à Bruxelles, mais Charlotte a une consigne pour vous, donc vous ne bougez pas. Voilà. Alors, je vous présente Jean-Baptiste Delerue, qui est à ma gauche. Dans le micro. Ah, dans celui-ci. Ok, très bien. Jean-Baptiste, voilà, Jean-Baptiste Delerue est le photographe que vous avez pu voir et croiser au déjeuner déjà dès ce matin. Donc, il va vous soumettre une demande, c'est que vous puissiez debout vous rapprocher vers le centre de la pièce pour qu'on fasse une photo de groupe. Voilà, donc si vous voulez bien maintenant, dès maintenant, vous levez. Les personnes qui sont ici sur ma droite et qui sont sur ma gauche, debout, si vous voulez bien vous rapprocher sur la partie centrale.